Les playoffs approchent à grands pas et pas mal d'équipes commencent déjà à ne plus avoir beaucoup d'enjeux. Donc attention, on voit tout ça, on analyse les 9 matchs de l'année en NBA dans cette émission. Salut à tous, c'est Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste basket pour une nouvelle émission. Vous le savez, du lundi au vendredi, on analyse, on décortique la carte NBA pour vous aider à faire vos pronostics ou vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, j'espère qu'il a été prolifique. Niveau gain, n'oubliez pas le nouveau format qui est aussi sur cette chaîne YouTube. Je vous mettrai une fois que la vidéo est en ligne sur le petit i ici où je vous partage mes top player performance pour la nuit. Je sais que c'est un thème de pari, un type de pari qui vous plaît énormément, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications si ce n'est pas fait pour être au courant dès la sortie des différentes vidéo. 9 matchs au programme en NBA cette nuit, donc gros programme. D'ailleurs, par rapport à ces deux formats de vidéo NBA, que ça soit bon là pour les analyses et l'autre pour les performances joueurs, je vous ai fait un sondage sur le Telegram. Le lien pour rejoindre le Telegram est dans la description de la vidéo, pour savoir est-ce que vous voulez que je fasse deux vidéos, une vidéo pour les analyses et une vidéo pour les performances joueurs, ou est-ce que vous voulez qu'on fasse tout sur la même vidéo, quitte à ce qu'elle dure un peu plus longtemps. De toute façon, vous avez le minuteur dans la description pour switcher à l'endroit qui vous intéresse. Et donc du coup, ceux qui veulent justement uniquement les performance joueur, vous irez via le minuteur à la partie où on parle des performances joueurs. Donc dites-moi sur le Telegram, j'ai lancé un vote, le lien du Telegram est dans la description. D'ailleurs rejoignez-le parce que c'est là-bas où je communique le plus au niveau des informations par rapport à la communauté et les différentes infos sur Dorado. D'ailleurs si vous voulez échanger avec la communauté, le lien est dans la description pour rejoindre le Discord et plus de 4000 parieurs pour progresser, échanger sur tous les sports. N'hésitez absolument pas, pensez juste à lire les règles et le règlement du Discord et de vous présenter, ça fait toujours plaisir. Voilà. Bon, 9 matchs au programme, pas de récapitulatif puisque on n'avait pas fait de vidéo hier, donc on va pas revenir sur les matchs de samedi, dimanche, etc. Bon, moi je fais 1 sur 2 hier en NBA personnellement. J'avais Utah plus 2 qui pendant un moment était très bien anticipé et l'absence de Gobert me fait mal et le Jazz perd et j'avais Charlotte plus 7,5 qui passe tranquille comme papa dans maman face aux Nets. Et d'ailleurs Charlotte-Denver, c'est le premier match de la soirée qu'on va aborder ensemble avec les Nuggets qui sont favoris chez les Hornets et qui pour moi dans un premier abord m'avait un peu surpris. Puis hop, j'ai fait tilt, je me suis dit attention, mets la petite sanction dans ta pondération de handicap de 3e match en 4 jours back-to-back pour les Hornets. Et ça fait très mal dans ma cotation pour les Hornets et du coup qui fait que j'ai un handicap de -3,5 exactement comme mon bookmaker et qui montre qu'il n'y a pas de value pour moi par rapport à ma stratégie sur les Hornets dans ces conditions. Dans un match normal, sans 3e match en 4 jours back-to-back, je pense que la value est sur Charlotte puisqu'à 2,46 on les connaît, ils peuvent soit se faire éclater, soit gagner facilement. On a pu voir hier, ils sont capables d'aller gagner à Brooklyn. Donc je vois pas pourquoi ils seraient pas capables de battre ces Denver Nuggets chez eux. Donc à 2,46, ça aurait pu être tentant. Mais le 3e match en 4 jours, pour moi fait trop mal. Donc pour moi c'est un beau no-bet. Pas de value sur Denver, pas de value sur Charlotte. Deuxième rencontre, Orlando qui se dépasse à Cleveland. Cleveland qui est mal, ça c'est pas simple. Un peu dégoûté. Bon, je suis fan de Cleveland, mais même au-delà, je pense qu'on est tous fans NBA. On a tous kiffé cette équipe de Cleveland cette année. Pour moi, une des équipes qui a le mieux joué au basket pendant une grande partie de la saison. Mais les blessures ont fait vraiment mal à cette équipe. Et notamment, et pourtant, ça a mis du temps, je trouve, avant que ça chute. Moi, je pensais dès la blessure de Ricky Rubio, ça allait se casser la gueule.
Darius Garland, les jeunes, Mobley, Jarrett Allen et tout ça, ils ont réussi à tenir le navire pendant un moment, mais là je sens que quand même là c'est un peu trop. C'est un peu trop. Jarrett Allen pas là, Ricky Rubio qui était le maestro de cette équipe collectivement, qui se fait les croisés, qui est transféré derrière à Indiana. Je pense que la saison de Cleveland malgré tout elle est belle. J'aurais vraiment aimé. Qu'est-ce que ça aurait donné la saison des Cavs avec Ricky Rubio toute la saison, parce que comment jouait Cleveland, le niveau. Rubio qui est un meneur qui est tellement sous-estimé, il a fait d'énormes progrès offensivement. Moi je le connais pas personnellement, même si j'ai dû le croiser quelques fois à El Masnou, son village, bon bref, quand il était jeune, puisqu'il jouait à Badalone, près de Barcelone, etc. Et moi j'allais souvent à Aleia, une petite ville qui est collée à El Masnou où lui il y était. Peut-être qu'on s'est croisés sans le savoir, mais voilà, je vais pas raconter ma life, mais en tout cas c'est un joueur qui a énormément progressé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on connaît depuis qu'il a 15 ans, qui est un meneur gestionnaire et qui est excellent et qui est parfait pour des collectifs. Si vous regardez bien par où il est passé, quand il arrive au Jazz, derrière il est transféré à Phoenix. À chaque fois, son équipe elle step up un petit peu. Et à chaque fois, il se fait transférer. D'ailleurs, il en a marre d'être transféré. À mon avis, il finira à Barcelone cet été, au Barça. Et je pense qu'on le reverra plus en NBA alors qu'il a clairement le niveau encore une fois. Mais voilà, j'aurais vraiment aimé voir Cleveland au complet toute la saison, voir ce que ça aurait donné cette équipe-là. Parce que avec la confiance et tout ça, je pense que ça aurait été juste en playoff au niveau de la jeunesse, au niveau du manque d'expérience, mais ça aurait été une équipe qui aurait été casse-couille à jouer en playoff. Bref, je vais pas faire trop long feu. Un peu dégoûté par rapport à Cleveland, par rapport à ça. Je sens qu'il tire la langue. Après, ça reste Orlando ce soir. C'est un match à gagner à domicile. Il y a encore des ressources. Ça devrait gagner quand même malgré tout. Après, je trouve pas qu'il y ait de la value sur les Cavs. Moi, j'ai mis un -9,5. C'est un -9. C'est exactement mon handicap. Après, voilà, Orlando, est-ce qu'ils sont capables de rester dans un âge de +9? Ils ont plus d'enjeux. Je pense que oui, ils sont capables de rester dans le +9, mais je sais pas. Je sens que Cleveland, ils ont toujours ce petit potentiel quand même pour mettre une fessée, parce que collectivement, il y a toujours un petit truc. Et puis défensivement, ils mettent du bois. Mais je sens qu'en fait, c'est la fatigue. Je sens qu'ils sont fatigués. Et qui fait que peut-être que le -9, ça va être compliqué à passer. Mais en tout cas, aucune confiance en le Magic d'Orlando, qui est incapable de battre les Sacramento Kings chez eux alors qu'ils sont à poil. Voilà, troisième match. Indiana qui se déplace qui reçoit Atlanta. Indiana, plus d'enjeu, très décevant cette année. Voilà, catastrophique la saison. Ça a transféré Sabonis. Voilà, ça tourne la page et ça va essayer de reconstruire l'année prochaine. Une équipe, je sais pas trop quoi penser d'eux à présent. Plus d'enjeux, ça joue un peu n'importe comment, tout pour l'attaque, plein d'absences, plein d'absences, voilà, vous pouvez le voir, Bitazeg et Washington Junior qui sont incertains, bon c'est pas les meilleurs joueurs, surtout Brogdon, Duarte, Turner, McConnell, Warren qui sont pas là, voilà, je pense que... Et puis j'ai pas vraiment confiance moi à Liberton. Je sais que tout le monde dit qu'il a du talent, etc. Je pense que c'est plus un pétard mouillé, en tout cas c'est mon avis. Donc je suis pas sûr que reconstruire autour de lui est une bonne idée. Bud Hield aussi est un pétard mouillé, donc bon je suis pas. Si les deux sont très bons, ouais ça peut peut-être le faire, mais de rester dans le handicap, mais j'y crois pas un instant. En face, Atlanta est largement plus fort. Atlanta, ça a choqué à l'extérieur plusieurs fois dernièrement face à Détroit, donc est-ce qu'un 30 Atlanta est si intéressant que ça? Je sais pas trop quoi penser. Je pense que si les mecs ils jouent à leur niveau de finaliste de conférence, ouais, un 29, un 30 dans un combo recomposé, ouais, mais le problème c'est qu'ils ont tellement déçu cette année eux aussi, ils vont réussir à aller au play-in et voilà, c'est vraiment cette année Atlanta c'est le minimum, strict minimum qu'on attendait d'eux, ce qu'ils ont fait. À voir en playoff s'ils se réveillent, mais s'il n'y avait pas eu cette invention du play-in comme la NBA d'avant, Atlanta c'est hors playoff cette année et c'est une déception totale.
Donc moi aucune confiance chez les Hawks, de toute façon pour moi il n'y a pas de value non plus dans cette rencontre, un beau no bet puisque j'ai mis un âge de -8,5 pour les Hawks d'Atlanta ou -7 je sais plus et demi, mais dans ces zones là donc pour moi il n'y a pas de value. Miami, que dire sur le hit de Miami? Je les avais ce week-end, je crois que c'était ce week-end ou vendredi contre les Knicks. Franchement, j'étais serein. Plus 17 à 10 minutes de la fin. Et je sais pas ce qui se passe. Coupure d'électricité totale, Quickley qui prend feu et qui sont remontés et qui perdent. Miami, c'est depuis 3 matchs là. Ça fait 3 matchs. Premier de la conférence Est. Bon, plus maintenant, Boston est passé devant. Mais avant, durant ces 3 matchs là, ils étaient premiers. Ils jouent les Warriors en 3e match en 4 jours back-to-back, qui est pas cadeau. Quand tu es en 3e match en 4 jours back-to-back, surtout à ce moment-là de la saison, quand tu as déjà enchaîné 70 matchs, pas de Curry, pas de Klay Thompson, pas de Draymond Green, pas d'Otto Porter, pas de Iguodala. Tu perds. Tu joues 3e match en 4 jours back-to-back, pareil, Philadelphie, pas de Joel Embiid, pas de James Harden. Tu perds. Et tu perds, c'est pas tu perds à l'arrache. T'as perdu de plus de 10 points, ou environ... t'as perdu quoi, t'as bien perdu. Tu joues New York qui a plus d'enjeu, qui est décevant, qui joue sans Julius Randle en plus. T'es chez toi encore une fois. Tu mènes de 17 à 10 minutes de la fin. Tu penses que c'est bon, Miami a réagi, etc. Et t'arrives à perdre ce match-là. Et tu le perds pas de 1 ou 2 points. Tu le perds de 6 ou 7. Donc tu prends un run fatal dans les 10 dernières minutes qui est, pour une équipe comme Miami, qui est dure, qui est complète, qui a de la profondeur, qui a un bon mental, qui est une équipe casse-couille à jouer, c'est pas normal. Et chez toi, c'est pas normal. Que se passe-t-il à Miami? Il y a eu des embrouilles entre Spoelstra et Jimmy Butler. Est-ce que ça explique tout ça? Ouais, ça peut arriver d'avoir des tensions dans une équipe. Des fois, c'est même bien d'avoir des tensions. Mais parce que ça se dit les choses et ça les permet de corriger. Là, on est quand même à quelques jours des playoffs, 15 jours des playoffs. C'est soit Miami s'en fout de la première place, soit Miami est en roue libre et total. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, le hit, c'est clownest. C'est clownest. On va inventer un mot, c'est clownest. Hein, après Jordanesque, c'est clownesque ce qu'ils ont fait. Et ce soir, ça reçoit les Kings qui sont totalement à poil, qui ont transféré Hield, Thompson, Haliburton pour Sabonis, qui Sabonis est blessé. Voilà. Sabonis est blessé, Fox est blessé, Holmes est blessé. En gros, il n'y a quasiment plus personne à part Mitchell et quelques petits joueurs, mais globalement, la base de cette équipe de Sacramento talentueuse n'est pas là. Donc, ça fait qu'ils sont largement outsiders à Miami, et ce qui est tout à fait logique. Si on enlève les 3 derniers faux pas du 8, imaginons qu'ils avaient fait le taf, aujourd'hui on aurait un autre discours. Aujourd'hui on dirait Miami c'est costaud, Miami c'est costaud, ça a fait le taf contre les Sixers, ça a fait le taf contre les Warriors, ça a tapé les Knicks. Alors ce soir, le -12,5 de Miami, il est vraiment intéressant. Je pense que c'est vraiment le discours qu'on aurait eu s'ils n'avaient pas de choke comme ça en mode clown. Et si on enlève ces 3 matchs-là, ils n'ont jamais existé, je pense que le -12,5 ce soir est value. Mais comme ils ont existé et qu'on est dans la réalité et qu'on se dit oula, il y a un truc à Miami qui se passe, le -12,5 est peut-être pas si intéressant que ça. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ce qui se passe à Miami. Dites-moi en commentaire de cette vidéo. Moi, le -12,5 est prenable, puisqu'il y a la première place à aller chercher, puisqu'ils l'ont plus, si vraiment ils la veulent. Il y a 3 chokes total avec un comeback incroyable, donc je m'attends... À un moment, ils vont finir par regagner. J'y crois pas que Miami finisse par lose tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Et à un moment, ça va remettre du bois et ils en auront marre. En plus, c'est des joueurs qui sont assez orgueilleux. Ils vont pas avoir envie de se ridiculiser comme ça. Et peut-être que ce soir, remettre du poing sur la table et écraser les Kings de Sacramento, qui est pas la mer à boire vu les absences, peut-être une possibilité. Donc, préférence Miami, -12,5. New York,
New York en 3e match en 4 jours back-to-back. Qui, depuis qu'ils sont éliminés, ça joue quoi, New York. Hein. On dirait qu'ils n'ont plus de pression du résultat. Ils sont éliminés quasiment, je crois que même mathématiquement c'est fait. Enfin, ils pourront pas jouer le play-in. Ça reçoit les Bulls ce soir, des Bulls qui sont pas au mieux. Julius Randle, est-ce qu'il va jouer dans un 3e match en 4 jours back-to-back? Il a loupé les 2 derniers matchs. Je sais pas pourquoi il a joué hier. On comprend pas vraiment la gestion des Knicks hein, quand même. Hein. Je vois pas pourquoi. Enfin, ils avaient encore un peu d'espoir. Ils jouent les Hawks. Je crois que c'est contre les Hawks. Hein. Ils jouent les Hawks. Ils ont encore un peu d'espoir. C'est un match à gagner. Je crois qu'ils font pas jouer Randall, si je me trompe pas. Ok. Bon. Ou je crois que s'ils le font jouer et après justement ils le mettent au repos. Mais tu le fais jouer hier contre Détroit. Pourquoi? Détroit c'est une équipe de merde. Pourquoi tu le fais jouer? T'as un 3e match en 4 jours demain. Laisse-le au repos. Fais-le jouer peut-être contre, là ce soir, les Bulls à domicile pour les fans, si jamais il va bien, soit tu le fais pas jouer jusqu'à la fin de la saison et tu le gardes au chaud. Enfin, ça n'a pas de sens de le faire jouer hier finalement. Et New York a galéré à gagner contre Détroit, ils se sont pris un petit comeback. Ce soir face à Chicago, ça va pas être facile. Alors si on a le New York dans ce moment, ils peuvent très bien gagner chez eux et à 2,47 why not, mais 3e match en 4 jours back-to-back, même argument que Charlotte, c'est très compliqué dans ces conditions. Et Chicago a plus d'enjeux que les Knicks, c'est une rivalité. Peut-être plus pour les Knicks que les Bulls. Je pense que les Knicks n'aiment pas trop les Bulls, mais les Bulls, je pense qu'ils s'en foutent un peu. C'est mon avis. Mais en tout cas, pas comme. Sauf si ça avait été des joueurs de Chicago depuis tout petit. Des gens qui sont nés à Chicago, qui ont grandi avec Jordan et qui finalement à l'époque c'est là où il y avait la grosse rivalité avec les Knicks, et ils les détestent, mais je pense que c'est pas le cas, donc bon, je pense pas qu'il y ait une grosse rivalité. En tout cas les joueurs, comment ils les sentent. Par contre je pense que les Knicks à la maison face aux Bulls, c'est un genre de match à gagner. Et je pense que ça doit se ressentir. Donc pour moi, préférence Bulls. Parce que les Bulls pour moi sont meilleurs. Je pense que le 3e match en 4 jours back-to-back peut faire mal. Et il y a le classement pour Chicago, quoi. Faut éviter le play-in. Faut regarder le classement, comment ils sont les Bulls. Mais je pense que le play-in c'est tendu. Enfin c'est tendu. Ça pousse derrière en tout cas. 43-31 pour les Bulls. Peuvent encore aller chercher la première place s'ils enchaînent un run. Hein. S'ils enchaînent les wins, ça peut aller chercher la première place. Hein. Ou du moins aller chercher la 2e ou 3e, qui est mieux que 5e ou 6e. Hein. Et faut éviter le play-in avec Cleveland maintenant qui est à 41-33. Qui est juste derrière. Donc éviter le play-in serait déjà une bonne chose pour Chicago. Donc pour moi, préférence Bulls, qui me semble une équipe plus cohérente, même si c'est un peu plus dur physiquement en ce moment. Je pense que le play-in est à éviter, donc plus d'enjeux. Et quand il y a plus d'enjeux, je préfère l'équipe qui a de l'enjeu. Voilà. Et en plus, en face, New York est sur son 3e match en 4 jours, back-to-back. Possibilité, Randle, forfait du coup. Boston face à Toronto. Boston en back-to-back, Boston qui a récupéré la première place hier en battant je sais plus qui et avec la victoire des Suns. C'était les Sixers en face, les Suns, et Boston ils ont battu qui? Minnesota. Donc déjà bonne chose. Back-to-back, bon, moi j'analyse le match hier, je vois back-to-back, je me dis attention, attendons quand même, on ne sait-on jamais. Ça m'a étonné. Ça m'étonne, il récupère la première place. Il rejoue ce soir. Et on a Jason Tatum, Brown pas là, Williams et alors fort de repos. C'est assez étonnant. Surtout que t'es pas encore en 3e match en 4 jours back-to-back, je l'aurais compris. Parce que les playoffs arrivent, tu lâches ce match-là pour pouvoir regagner derrière. Mais tu casses une dynamique en fait. Tu casses une dynamique. Tu prends le risque finalement de perdre peut-être cette première place et de pas faire un petit trou sur les Sixers. Le seul truc que tu fais là, c'est que tu préserves tes joueurs pour les playoffs et tu leur donnes un peu de repos. Mais c'est assez étonnant, je trouve. En tout cas, toute l'équipe des Celtics, le 5 majeur quasiment, à part Marcus Smart, n'est pas là. Donc les Raptors partent logiquement favoris. Toronto qui se base sur une grosse défense, un très bon collectif qui fait une très belle saison aussi. Au-dessus des attentes, hein, clairement par rapport au roster sur le papier. Après, est-ce qu'un 30 c'est intéressant? Je pense pas. Donc pour moi, c'est un beau no bet cette rencontre-là entre les Raptors et les Celtics.
Houston face à San Antonio. Houston qui reçoit des Spurs dans un petit derby texan. Les Spurs qui partent logiquement favoris. Regardons un petit peu le classement. Bon, Houston n'a plus d'enjeu. San Antonio, je crois, n'a plus d'enjeu aussi. Ou alors, il faut aller chercher le play-in. Mais j'y crois pas trop de mémoire. Je sais plus. Je crois que si ça pousse. Hein, ça pousse derrière à l'ouest. Hein. À l'ouest, ouais, tu peux aller chercher les Lakers, hein, éliminer les Lakers, ce serait ouf. Vu les attentes qu'il y avait autour du duo, trio, LeBron James, Anthony Davis et Westbrook. Donc il y a encore de l'enjeu pour nos amis de San Antonio. C'est un match à gagner. Donc les Spurs iront à fond pour s'imposer à Houston, pour espérer jouer les playoffs, parce que je pense que Popovich irait sur le banc, c'est qu'il veut un minimum d'objectifs quand même, il n'est pas là pour perdre. Donc pour moi, préférence Spurs, après un moins 7,5 face à Houston qui peut être casse-couille, je trouve pas ça intéressant. Moi j'ai mis un moins 6,5, donc c'est un poil plus bas que celui qui est proposé. Un poil plus bas que celui qui est proposé, donc on serait plus proche d'une value Houston que San Antonio, mais à partir du moment où il n'y a pas d'enjeu pour les Rockets, pour moi c'est un beau no-bet dans ce match-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme rencontre? Memphis face à Golden State. Est-ce qu'on a les cotes ou est-ce qu'ils ont été retirés? Ça aussi, un troisième match en 4 jours. Et back-to-back, je crois, pour les Warriors. Voilà. Je sais même plus contre qui ils ont joué hier. Je sais même plus. Hop, on y va. Voilà, est-ce qu'on a les cotes? Je sais que c'est un plus 10,5, moins 10,5 pour les Grizzlies. Ce qui est tout à fait logique. Troisième match en 4 jours back-to-back, ça généralement ça fait mal. Curry pas là, et la dernière fois qu'il y a eu un troisième match en 4 jours back-to-back, Klay Thompson, Draymond Green ont été mis au repos. Otto Porter, peut-être là ce soir ça va être Wiggins à la place d'Otto Porter. Bref, ça fait tourner. Et si ça fait tourner, malgré l'absence de Ja Morant, et on a vu d'ailleurs que les Grizzlies sans Ja Morant ont tapé le champion les Bucks, donc ça monte déjà un peu le niveau. Pour moi, tout à fait logique. D'ailleurs, moi avec les absences, avec les absences, alors voilà, je vous donne mon handicap. Si tout le monde est là, sauf Stephen Curry et Iguodala qui sont les deux absents depuis quelques temps, mon handicap est un moins 8,5 pour Memphis. Si Klay Thompson et Draymond Green uniquement sont mis au repos, ça me fait un moins 11. D'accord? Donc, je crois que l'handicap est entre les deux. Pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre entre Memphis et Golden State. Et que même si Klay Thompson et Draymond Green sont là, j'ai un moins 8. Donc, c'est assez pour montrer. Et je compte l'absence de Ja Morant. C'est pour montrer à quel point les Grizzlies cette année, c'est du lourd. Du très 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 lourd. Parce que juste avec l'absence de Curry, ça, et troisième match en 4 jours back-to-back, ça te met un âge de moins 8. Donc, ouais. Donc, voilà. Pour moi, pas de value dans cette rencontre entre les Grizzlies et les Warriors. Donc, attention. Pour ceux qui ne savent pas, eh bien, on pourra avoir des joueurs au repos du côté des Warriors. D'ailleurs, est-ce que c'est tombé? Ce n'est pas encore tombé. On a eu les infos pour, comment il s'appelle, Boston par contre. Et enfin le dernier match, un match sans enjeu. OKC face à Draymond Green, ça vient de tomber. Draymond Green, forfait. Attention, ça va tomber. On va sûrement avoir un petit Klay Thompson en plus. Voilà, mais regardez bien, suivez ma formation NBA. Suivez ma formation NBA, elle est totalement gratuite. Le lien est dans la description. C'est gratuit, vous allez recevoir un mail pendant 15 jours, tous les jours. Donc vérifiez bien les spams. Klay Thompson, forfait. Évidemment, parce que dans cette formation, je vous partage tous les sites, les outils que j'utilise pour analyser la NBA et je peux anticiper les absences. Parce qu'à un moment, avec l'expérience, on sait qu'une équipe en troisième match en 4 jours back-to-back va mettre souvent au repos, voire même des fois en back-to-back. Donc un conseil, quand une équipe est en back-to-back, en troisième match en 4 jours, ne vous précipitez pas sur la cote. Attendez, et je vous partage les outils pour savoir bien quel site j'utilise pour savoir cela. Donc le lien est dans la description, les amis. Petite vente de la formation gratuite, autoporteur forfait à présent. Donc voilà les amis. On devrait avoir un âge de moins 11 autour de... pour même plus, parce que j'ai pris en compte que Klay Thompson et Draymond Green, donc il faudrait rajouter, on va avoir un moins 11, moins 11,5 à peu près pour les Memphis Grizzlies. Ok, ici, Portland
Portland à poil. Ok, ici, je crois aussi à poil. Chez Gus Alexander, je crois qu'il est forfait. Allons voir ici. Voilà. Alexander forfait. Bazley, Favor, bref. Un match. Rien d'intéressant, match de merde, on oublie les amis, un beau no bet. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit en NBA, carte riche, retrouvez les performances joueurs, que je vais vous mettre sur le petit i en dessus, une fois qu'elle sera en ligne, et bonne chance à tous, et à très très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao.